Bienvenue dans l'épisode de la semaine de The Sculptor's Chair. Aujourd'hui, on se retrouve avec Thibaut et on va discuter de sa vie. Enchanté, bonjour tout le monde, merci Adrien de me recevoir sur Avec ton plaisir, podcast. ça me fait grand plaisir. Est-ce que du coup, tu peux commencer par te présenter rapidement qu'est-ce que tu as fait jusqu'ici, si tu as fait des études, comment tu es arrivé là? Alors je m'appelle Thibaut, j'ai 25 ans depuis peu, 28 juillet. J'ai un parcours assez classique. Je fais des études en finance, en master, sur Lyon, en alternance. 3 dernières années d'études, donc licence 3 plus 2 années de master en alternance. Ça m'a plu, j'ai pu découvrir un petit peu le monde de l'entreprise, mais pas au point de me dire tout de suite que je vais me lancer dans la vie active. Et j'avais cette idée naissante depuis que j'ai commencé les études supérieures de partir à l'étranger. Alors à la fin de mes études, j'ai pas prolongé mon contrat, j'ai pas transformé mon contrat d'alternance en CDI, une proposition qui m'avait été faite par mon ancien employeur, et j'ai sauté le pas. J'ai pris des billets, j'ai organisé le voyage pour la Nouvelle-Zélande. Je suis venu ici avec un très bon ami à moi. À l'heure où on parle, lui, il est déjà rentré en France. Et moi, je suis à peu près à la mi-parcours de mon road trip, entre guillemets, la Nouvelle-Zélande et après l'Australie, plus ou moins durée équivalente. Ouais. Donc je serai loin de la maison, j'aurais été loin de la maison pendant 1 an et demi, 2 ans peut-être. Ça passe vite. Donc voilà, Queenstown actuellement. Très bien. Et puis bientôt la fin de Queenstown, après avoir passé 3 mois ici, c'est passé très très vite. Un petit peu, beaucoup de nostalgie là qui ressort. fait surface. Ouais. J'ai rencontré des personnes incroyables et des personnes beaucoup moins incroyables aussi. Il y en a aussi. Mais ça fait partie de la vie après tout. Donc voilà, 25 ans, célibataire. Et puis voilà. C'est important de préciser. Et si tu devais choisir une image ou une métaphore pour représenter ta vie, pour décrire ta vie jusqu'ici, ça serait quoi? Une image, une métaphore, une phrase, quelque chose. Une phrase, ce qui te passe en tête, ouais. Je dirais que fais les choses car personne ne le fera à ta place. Donc si la vie est très très courte, la vie passe très très vite. Donc si tu fais pas les choses, si toi-même tu ne fais pas les choses, personne ne les fera à ta place. Et vaut mieux essayer quelque chose qui n'a pas marché comme tu l'aurais espéré, plutôt que passer à côté de quelque chose et te dire mince, j'aurais dû le faire. Avoir des remords, quoi. Donc c'est un peu ce qui me motive un peu tous les jours, et surtout ce qui me fait aussi prendre des décisions des fois. Me dire qu'est-ce que je risque, qu'est-ce que je peux en tirer, qu'est-ce que je peux gagner. Enfin, la balance risque-bénéfice. Oui. Et du coup, c'est ce qui me fait prendre pas mal de décisions, ce qui m'anime aussi. Quand t'as un doute, c'est ça? Tu te dis, je vais essayer de peser le pour et le contre, et au final, tu fais une décision en fonction. Et 99% du temps, je franchis le pas, puisque je me rends compte que finalement, il n'y a pas beaucoup de risques, quoi. Ça peut être pour tout et n'importe quoi, pour un travail, partir dans une destination, par exemple en Nouvelle-Zélande. Je me suis dit, qu'est-ce que je risque? Pas grand-chose, à la limite, j'ampute un peu des années d'expérience dans un milieu professionnel. Mais bon. Oui, au pire, tu fais 6 mois à un endroit, pour te rendre compte que ça te plaît pas, tu prends un avion en retour. Voilà, exactement. Et puis oui, prendre le risque, ça me plaise pas, mais le plus dur, c'est de prendre le billet d'avion une fois qu'il est pris. C'est beaucoup plus simple de rentrer que de partir. Je suis bien d'accord, t'as raison, ça. Donc c'est un peu ce qui m'anime un peu tout le temps, à chaque fois, ce qui me fait avancer un peu mon moteur, quoi. Pourquoi tu penses que c'est plus difficile d'acheter le billet d'avion que le billet retour? Puisque tu vas dans l'inconnu. Tu vas dans l'inconnu, tu sais pas comment ça va se passer, J'ai regardé hier soir, et la Nouvelle-Zélande, c'est le pays le plus loin de la France. Je pensais que c'était les Fidji, ou peut-être une île, ou Polynésie française, non, c'est le Nouvelle-Zélande. On est au bout du monde. On est au vrai bout du monde. Et tu vas littéralement, au sens propre du terme, au bout du monde, quand tu habites en France, bien sûr. Oui. Donc, ça peut... Tu peux te poser des questions, ça peut faire peur. Je comprends que ça puisse faire peur. Tu veux un inconnu. Après, la Nouvelle-Zélande, c'est une culture anglo-saxonne, donc ça ressemble beaucoup au Royaume-Uni, donc c'est pas un dépaysement à 100%. C'est pas un pays d'Asie, c'est pas un pays oriental.
Donc la culture, bon, voilà, tu bois des pintes et puis tu manges des pailles, t'es pas Oui. dépaysé, quoi. L'anglais, voilà, c'est plus l'anglais, c'est plus la petite barrière de la langue, mais l'anglais, c'est peut-être la langue que je maîtrise le plus après le français. Donc, Oui, tu t'y fais facilement. et tu sais pas où tu vas dormir, tu sais pas qui tu vas rencontrer, tu sais pas, mais c'est ce qui fait partie aussi du truc, quoi. Ouais, bien sûr. Ce qui fait pétiller un peu toutes ces questions, ce qui fait un peu vibrer. Donc, puis le billet retour, bon, bah, tu sais ce qui t'attend quand tu rentres en France, quoi. Plus Oui. ou moins. Effectivement, il y a Tu plus sais de notions. combien de temps tu vas mettre pour rentrer, tu sais où tu vas rentrer, tu sais qui tu vas retrouver. Donc, c'est plus simple, on va dire. T'es moins dans l'inconnu. Oui, je suis d'accord. Tu disais que tu avais fait un petit peu. Tu avais commencé ton parcours professionnel dans une entreprise, mais tu as eu la sensation que tu voulais pas encore continuer. Qu'est-ce qui t'a fait. Pourquoi tu t'es dit que c'était pas l'heure, en fait, de te lancer encore? Puisque moi-même, encore aujourd'hui, je sais pas si je vais faire ça toute ma vie. Ça me plaît. Ça me plaît, c'est sûr. Mais en Nouvelle-Zélande, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que j'ai travaillé en restauration. Donc j'ai fait 2 restaurants, là où je travaille actuellement à Queenstown et un autre où j'ai travaillé à Auckland. Et ça m'anime beaucoup plus de matérialiser directement la satisfaction que tu peux apporter, l'objet de ton travail. Parce que la finance, mine de rien, c'est détaché, c'est très immatériel. Oui. C'est très peu concret, entre guillemets, puisque tout dépend de quelle finance tu parles. Mais c'est beaucoup, déjà, t'es pas amené à bouger beaucoup, de manière générale, sauf certains secteurs de la finance, mais t'es beaucoup amené à rester derrière un ordinateur, de rencontrer plus ou moins peu de personnes. Ça reste de la bureaucratie, donc c'est pas que c'est pas dynamique, mais par exemple, ça n'a rien à voir avec la restauration. Oui. C'est-à-dire que je trouve peu de points communs entre les deux, ce qui est assez étonnant, mais j'ai beaucoup apprécié travailler en restauration parce que les gens, ils viennent dans un but de passer un bon moment, de bien manger, d'être dans une bonne ambiance, de se faire servir, d'avoir un service. Toi, tu vas essayer de tout faire pour apporter un service le plus qualitatif que tu puisses apporter. Donc, en étant poli, courtois, souriant. Ce qui paraît bête à dire, mais ce qui est pas évident pour tout le monde. Et puis, les gens sont contents, mangent bien. Donc, il y a un deal avec la cuisine où vous essayez de faire une équipe commune pour satisfaire le client. Et puis après, la personne repart, elle est contente. Elle a passé un bon moment. Après, ça se matérialise. Si elle est vraiment très contente, par éventuellement des tips ou un bon avis sur. Aujourd'hui, c'est très très commun de laisser des avis. Malheureusement, on laisse plus d'avis quand ça va pas que quand ça va. Oui. Mais voilà, pour répondre à ta question, voilà pourquoi je me suis dit qu'il fallait peut-être que je parte pour découvrir autre chose. Et puis j'avais un peu cette soif d'aventure de découvrir un autre pays, de partir un peu à l'étranger, de se tester aussi. Tu te challenges quand tu pars à l'étranger. Est-ce que je suis capable de partir ? Est-ce que je suis capable de rencontrer de nouvelles personnes de A à Z, c'est-à-dire refaire un cercle. Alors après, plus facile de retrouver des personnes françaises, forcément. Oui. Mais même pas, j'étais assez surpris, je me suis fait pas mal de potes italiens, allemands, coréens. Donc c'est chouette, c'est une belle expérience. Sûrement qu'il y a plein de gens qui viennent dans le même objectif un petit peu, tu vois. Même s'il y a une nationalité qui nous sépare, tout le monde, en tout cas une grande partie des gens vient avec le même objectif, de découvrir, de rencontrer. Donc ça aide à se lier finalement. C'est un objectif commun, bien sûr. Ouais, quelque chose qui draine un peu cette expérience, quoi, qui draine ce voyage. Et puis, aussi de me dire que c'est peut-être le moment le plus important dans ma vie. C'est-à-dire que j'ai pas d'attache financière, j'ai pas de crédit, j'ai pas d'emprunt. J'étais dans une relation, j'avais une copine, mais j'étais pas engagé avec des enfants, sur une relation très longue. Donc, il y a eu un petit peu la croisée des chemins qui fait que c'était ce moment-là précis, c'était le moment opportun pour partir. Il fallait que ça soit là, et louper ce moment-là aurait été une grosse erreur. Tu t'en serais voulu ? Oui. Vraiment.
en termes avec le boulot, j'avais pas une promesse qui non plus me faisait alléchante au point de me faire réfléchir et me dire bon, est-ce que je reste, est-ce que je gagne très bien ma vie, parce que le moteur principal c'était financier. Quand t'es jeune, t'as pas d'attache, t'as la capacité de faire des heures, t'as la capacité de supporter des gens. C'est plus quand t'arrives en fin de carrière où bon bah t'as fait ton temps et puis que t'as plus envie de faire face à des personnes ou à des problèmes qui n'en auraient pas été plus jeunes. Oui. Et du coup, j'ai pas du tout eu cette proposition, même en termes de carrière, où j'aurais pu me dire ça aurait pu être un tremplin pour ma carrière. Donc je me suis dit c'est maintenant ou jamais. Ok, je comprends. Mais du coup, tu trouves pas qu'il y a un paradoxe assez intéressant dans le fait que on a peur de l'inconnu? C'est pour ça que par exemple le billet d'avion aller est plus dur à acheter que celui du retour. Mais t'avais aussi cet attrait de l'inconnu. Tu vois, t'as une curiosité qui t'amène vers l'inconnu, de te dire ça je connaissais, mais j'ai l'impression qu'il y a plus pour moi, donc j'aimerais aller découvrir ça. Donc ça fait peur, mais ça attire en même temps. Je trouve qu'il y a un paradoxe intéressant dans ça. Et je ne saurais pas mettre le doigt sur la raison de ce paradoxe. C'est propre à chacun aussi. Il y en a qui ont envie de se découvrir, qui ont envie de partir dans l'inconnu pour tester de nouvelles choses, rencontrer de nouvelles personnes. Et puis il y en a qui se confortent dans leurs habitudes. Et l'un n'est pas mieux que l'autre. Hein. Non, je dis pas ça. À titre personnel, moi j'ai fait ce choix-là parce que je sais ce que je voulais, je sais ce que je voulais pas. Mais il y a des personnes qui sont très heureuses sans avoir besoin de partir à l'inconnu et puis qui se plaisent très très bien dans leurs habitudes, dans leur routine. Oui, bien sûr, il n'y a pas un mode de vie qui est meilleur que l'autre, c'est pas du tout la... Je pense pas. Non, je suis d'accord que non. Et d'ailleurs, il y a des personnes qui vont dire, bah, pourquoi t'es parti, enfin, t'es revenu. T'es revenu finalement. Bon, ouais, je vois pas l'utilité. Et ça peut se comprendre, hein. Ça se comprend. Chacun vit son expérience différemment, mais... Oui. Quelles sont tes valeurs qui te guident au quotidien? Intégrité. Intégrité, c'est-à-dire essayer d'être fidèle un petit peu à tes valeurs, fidèle à ce que tu dis, et un alignement entre alors c'est dur, c'est très dur, hein. Tous les jours c'est un combat, mais d'avoir un alignement entre ce que tu dis et ce que tu fais. Oui. Pas parce que disons qu'après tu passes pour un peu un clown, quoi. Si tu dis des choses et puis que tu les fais pas, si tu tiens des promesses que tu honores pas. Donc, je dirais l'intégrité, fidèle à des valeurs. La loyauté aussi, que ce soit en amour ou en amitié. Le fait d'avoir une parole et une seule parole, ça a fait écho à l'intégrité. Bien sûr. Ouais. Et puis, je dirais la générosité aussi. Généreux. C'est important, je trouve, d'être généreux. Je pense. De donner sans forcément attendre en retour. Parce que je trouve que dans tous les cas, tu seras amené à... Je crois beaucoup, pas au karma, mais un petit peu à l'équilibre. Et que si tu donnes d'une façon ou d'une autre, peut-être que sûrement quelqu'un te redonnera en retour. Quelqu'un que tu rencontreras, ou que ce soit ici ou ailleurs. Et donc la générosité, c'est important, et puis ça fait plaisir, surtout. Ah, ça fait plaisir à toi, ou ça fait plaisir aux gens qui reçoivent? Bah, les deux. Parce que les gens qui reçoivent sont contents, et du coup, d'un côté, ça te fait plaisir. Est-ce que la vraie générosité existe? Est-ce que tu le fais vraiment? C'est ça la question. Tu vois, même si par exemple, si tu donnes à manger ou si tu donnes une pièce à quelqu'un dans la rue, et que t'es pas filmé, personne le sait, tu le dis à personne, tu le fais au fond pour qui? Tu le fais au fond pour toi, ou tu le fais pour cette personne? Est-ce que tu le fais pour te dire, je suis généreux, j'ai fait une bonne action? Ou est-ce que tu le fais pour te dire, non, bah, moi je m'en fiche, c'est vraiment dans le but d'aider cette personne, tu vois. Est-ce que la vraie générosité à 100% existe? Et il n'y a pas une part de, bah, je le fais un petit peu aussi pour moi, pour me dire que j'ai fait une bonne action, pour me dire que j'ai bien agi. Et d'un côté, être quelqu'un de meilleur. Ouais, te sentir mieux dans ta botte. Tu vois? J'aime bien ça aussi me dire, parfois je me dis que la vraie générosité, c'est un peu l'égoïsme à son paroxysme. Parce que vu que tu n'attends rien des autres en retour, mais que tu sais que tu vas te sentir mieux après l'avoir fait, t'es généreux, au final, comme tu dis, pour te faire du bien à toi, tu vois. Ok, tu répands le bien aux gens, ça te fait plaisir, parce que ça leur fait plaisir, et donc finalement tu fais tout ça pour toi à la base. Et c'est ça.
Et est-ce que tu te dis pas, je le fais pour que les gens se disent, oh, il est cool, il est généreux, tu vois. Et c'est une question que je me pose, hein, mais pas forcément. Par exemple, tu fais à manger, bah tiens, je suis content de partager quelqu'un avec quelque chose, on passe un moment, c'est sympa, tu vois. Je suis d'accord. Et puis on peut même échanger, c'est plus un moment convivial, sans compter. Et puis je trouve que c'est plus sympa. C'est plus sympa que, pour revenir sur l'exemple de la nourriture, bah chacun fait son truc dans son coin. Tu peux communément créer des liens, créer un peu de chaleur autour d'un repas, d'un partage. Oui, je suis d'accord. Je pense que ça aide. Bah, ça revient au truc de construire quelque chose en commun. Donc là, c'est un repas, c'est pas forcément énorme, si on peut dire ça. Mais vous faites quelque chose en commun, donc vous participez à une activité ensemble, qui est de créer. Et je trouve que ça rapproche toujours quand tu rallies les gens autour de quelque chose de positif, qui est de créer un repas, par exemple. C'est vrai. Ça crée des valeurs. Et tu as parlé plutôt, par exemple, tu parlais de l'intégrité et de essayer de respecter ta parole, donc faire des choses qui sont cohérentes avec ce que tu dis. Tu as dit, sinon tu passes un peu pour un clown. Est-ce que tu as peur d'être jugé? C'est-à-dire, tu sais, que les gens te voient comme un clown, par exemple. Est-ce que ça te... Donc, est-ce qu'au quotidien, tu sens le poids que le regard des autres a sur toi? Oui et non. Non, puisque il y a des choses qui me passent au-dessus de l'épaule. Des personnes à qui j'apporte peu d'importance. Tu vois, un exemple concret. Là, je travaille dans un restaurant. Je suis amené à travailler avec des supérieurs qui sont, sur le papier, supérieurs en termes de responsabilité, mais qui sont tout autant habiles que moi, ou l'inverse, à réaliser le travail, tu vois. Et ça m'a jamais posé aucun problème, la supériorité hiérarchique, si t'es bon. Par contre, si t'es pas bon, bah je te considère comme un clown. C'est-à-dire que si t'es pas meilleur que moi, hein, parce que il faut toujours s'entourer des gens qui sont meilleurs que soi, je pense, pour avancer. Mais si t'es un clown dans le sens où si t'es pas forcément très bon dans ce que tu fais et que t'as tendance un petit peu à te mettre en avant, un petit peu à te pousser au devant de la scène, avec les épaules, le torse bombé, et qu'au final derrière ça suit pas, bah pour moi t'es un clown, je te respecte quand même, mais je vais moins te prendre au sérieux. C'est-à-dire que sa parole elle a moins de valeur. Totalement. Parce que du coup, il est pas forcément intègre. Parce que du coup, il ne vit pas au niveau de ce qu'on entend de lui. Exactement. Et pour répondre à ta question, je dirais que non, ça me dérange pas, puisqu'il y a des gens qui peuvent me considérer d'une telle ou telle façon et que j'apporte peu d'importance aux avis de ces gens-là. Oui, puisque ça me... J'apporte de l'importance à ce que je peux renvoyer. Oui. Tu vois. Oui, je vois. Et que et j'essaie de faire les efforts pour pas paraître ce que j'ai pas envie d'être. Autant il y a des personnes qui négligent un peu ça et qui apportent moins d'importance, mais je trouve que l'image que tu renvoies est importante parce que ton échange envers les autres, les premiers contacts que tu peux avoir, donc j'y apporte de l'importance quand même. À la fois oui et à la fois non. Ouais, je vois. Pour moi, j'ai l'impression que, ou pas que toi, mais on apporte de l'importance aux gens qui partagent nos valeurs. C'est-à-dire, tu sais, si tu retrouves des valeurs que toi, tu estimes chez quelqu'un, ça va lui donner plus d'importance que si tu ne reconnais pas, si tu reconnais aucune valeur que tu mets en estime chez toi, chez les autres. Et donc, comme tu dis, c'est plutôt on s'entoure des gens qui sont plus doués que soi, mais seulement selon sa perception, tu vois. Sa propre perception. Seulement selon sa propre perception. Oui, parce que bon pour quelqu'un peut être mauvais pour quelqu'un d'autre. Tout est relatif. Non, parce qu'on n'a pas le même jugement, tu vois. Il est mauvais dans un domaine que toi tu estimes, mais sûrement très bon dans un domaine que toi t'en as rien à faire. Bien sûr. C'est certain. Tout le monde est plus ou moins bon dans quelque chose. Oui, je pense. J'espère. Peut-être que c'est juste qu'on s'est pas encore découvert. Pour ça qu'il faut d'ailleurs, c'est pour faire rebond à
ce que je te disais, Oui. c'est un peu se découvrir. Parce que c'est comme ça que tu sais, ah bah tiens, je suis très bon en vente, je suis très bon en mathématiques, je suis très bon en communication, en échange, je suis très bon en dessin. Si t'essayes pas, c'est un peu comme les légumes. Si t'as pas goûté, tu peux pas dire que t'as pas aimé. J'aime beaucoup celle-là. Mais ça, tu vois, il faudrait le retenir. Ça. Donc si t'essayes pas, si tu t'essayes pas, moi j'ai essayé un petit peu le dessin quand j'étais plus jeune, un petit peu la musique, et bon bah j'ai pas pu s'accrocher que ça, peut-être que j'y reviendrai dans quelques années, tu vois. Mhm. Mais c'est aussi pour ça que l'éducation c'est très important. Très important d'avoir une éducation, c'est pas facile hein, mais assez riche. Un peu pour ça que les enfants font du sport, font de la musique. Je pense en partie pour ça, hein, pour un petit peu les développer intellectuellement et aussi pour voir sur quoi ils accrochent moins. Mhm. Laisse-moi trouver une autre question, là, je me suis perdu. Ça sera coupé au montage, hein, ça. Mais bon. Parce que là, du coup, ouais, t'as vu, c'est un peu différent de... Ouais, tu rebondis plus, ouais. J'essaye, je sais pas ce que je fais, j'essaye. C'est cool, ouais. Tu Ouais. tâtes, t'essayes. J'essaye, voilà, exactement. Et qu'en essayant qu'on peut savoir si ça fonctionne. Exactement. C'est comme les légumes. Exactement. C'est comme les légumes. Je suis vraiment dans le truc de essaye. Essaye, lance-toi, essaye. Tu sais, en plus en France, t'as beaucoup un peu la mentalité à la française. Moi, je l'ai vu parce que, à ma petite échelle, t'essayes des choses. Puis t'as des gens qui te soutiennent pas parce que, soit c'est un peu la honte de te soutenir. J'aurais dit, alors que Oui, je vois très bien ce que tu c'est veux. ridicule, tu vois, ça n'a pas de sens. Ça fait pas. Les gens s'en foutent déjà, presque 90% des gens s'en foutent de ce que tu peux penser. Ouais. À part peut-être ta daronne ou la famille. Ouais. Mis à part ça, les gens s'intéressent pas à ta vie. Enfin, si, mais au fond, non. Développe, je suis d'accord, mais développe. Ce que je veux dire par là, c'est que quand les gens t'écoutent, souvent, c'est parce qu'ils ont quelque chose à en tirer derrière. Et rares sont les personnes qui vont foncièrement t'écouter, vont foncièrement s'intéresser à ce que tu dis et à ta vie, tu vois. Capacité d'écoute, parce qu'il y a des gens qui entendent et des gens qui écoutent. Ce sont très rares les gens qui écoutent et sont très, très nombreux les gens qui entendent. Et tu le vois, ne serait-ce que dans la façon de communiquer, s'ils te laissent parler, s'ils te laissent t'exprimer, ou alors s'ils t'interrompent pour rebondir sur ce que tu viens de dire, avec une expérience personnelle ou... Moi. Voilà, c'est ça. Ouais, ça, c'est quelque chose... Et qu'est-ce que tu penses qui fait la différence entre les gens qui écoutent et les gens qui entendent? Eh bien, les gens qui entendent te laissent... Enfin, tu échanges avec des gens qui entendent et vont essayer de rebondir pour un peu faire le lien avec leur personne, sans forcément essayer de conscientiser un peu ce que tu viens de dire ou un peu ce que tu viens d'exprimer, ou vraiment t'imaginer dans cette expérience, dans ce truc-là. Alors que les gens qui écoutent, c'est plus justement l'inverse, des personnes qui vont se poser, qui vont s'intéresser à ce que tu dis, qui vont essayer de se projeter un peu dans ta vie, de se projeter un peu dans, tu vois, de prendre un peu ta place dans l'histoire que tu es en train de raconter. Oui, je vois. Alors que et c'est flagrant, tu le vois tout de suite. Si la personne, déjà le langage non verbal, si la personne elle a le regard, tu sais, comme quand t'es pensif, quand tu fixes elle te dit oui comme ça sans forcément écouter ce que tu dis, sans forcément entendre ce que tu dis, bon ça veut dire que elle est pas du tout dans la conversation. Ça peut arriver, hein, des moments d'absence. Oui. Et si elle rebondit tout de suite sur tu vois. Ouais. C'est typique de quelqu'un qui t'entend pas, quoi, qui t'écoute, qui t'entend, qui t'écoute pas. Yes. Ça veut dire, plutôt, c'est que les personnes qui entendent, elles prennent chaque interaction pour les ramener à elles-mêmes, pour du coup s'élever, si on peut dire ça, alors que les personnes qui écoutent, il y a une capacité peut-être à mettre de côté soi-même, pour dire, c'est ça. Je laisse la place à l'autre pour qu'il puisse s'élever aussi. Et je pense que moi j'ai une bonne capacité d'écoute. Pas d'entendage, d'écoutage. Ça dépend qui. Il y en a, je les entends. Et ça, c'est juste, tu vois, une vibration, c'est juste une onde magnétique qui rentre dans mes oreilles. Et il y en a, je les écoute. Et encore une fois, ça dépend qui. En fonction des valeurs. Ouais, et tout de suite, j'arrive plus ou moins à cerner rapidement si je vais écouter ou entendre ce que la personne me dit. Ouais, si tu te sens intéressé ou non. C'est ça. Et après, c'est normal, c'est comme avec tout le monde. Et tu t'intéresses des gens que tu n'intéresses pas. Il y a des personnes
que tu intéresses et les personnes que tu n'intéresses pas. Yes, je suis d'accord. Ensuite, quel a été le plus grand obstacle que tu as dû affronter, et comment l'as-tu surmonté? Qu'est-ce que tu en as appris? Je pense que c'est la perte d'un proche, je pense. C'est assez costaud, surtout quand tu es jeune. J'ai perdu deux personnes à 8 ans d'intervalle. Et je pense que c'est quelque chose qui est assez douloureux. Hein. C'est peut-être... parce que c'est quelque chose auquel, bon, bah, c'est la fatalité de la vie. Ça fait partie de la vie. Et tu peux rien y faire. Et c'est ce qu'il faut aussi évoluer. Tu vois. C'est que après, tu as deux options. Soit tu t'enfonces, soit tu essaies de sortir la tête de l'eau, de nager à la surface. Et ça t'apprend beaucoup. Ça t'apprend beaucoup. Ça te fait relativiser aussi sur la vie. Et puis les moments bas, les moments creux que tu peux connaître dans ta vie, c'est ce qui te construit. C'est là où tu apprends, tu te découvres. C'est pas un échec, mais c'est comme on a pour l'habitude de dire que c'est les échecs qui forgent plus que les réussites. Puisque quand tu réussis, finalement, tu as juste fait ça spontanément, sans te poser de questions, sans te remettre en question. Et du coup, tu réussis et tu continues comme ça. Alors que les échecs, bon, bah, t'as pas réussi. T'essaies de comprendre pourquoi t'as pas réussi et de pas reproduire l'erreur. Et un deuil, je dirais que c'est assez brutal pour le corps humain, en termes de physique et psychique, mais ça apprend beaucoup aussi, tu vois. Ça apprend beaucoup sur ta capacité un petit peu à gérer ça, prendre du recul sur la situation, conscientiser la chose, et puis te protéger aussi, parce qu'un deuil, tu sais, c'est souvent des deuils brutaux, enfin des pertes proches très brutales. Suite à cela, tu peux après développer des cancers, des choses comme ça. C'est parce que ça n'a pas été digéré, ça n'a pas été guéri, ça n'a pas été soigné, tu vois. C'est juste un pansement sur une fracture. Un événement traumatique qui reste... Exactement, un événement très traumatisant qui n'a pas été traité, tu vois. Et comment tu traites ça? Comment t'as traité ça, toi, le deuil? Tu prends du recul. Prendre du recul, ça veut tout et rien dire. Mais faire un pas de côté, regarder, comprendre ce qui est arrivé, s'il y a eu des choses qui auraient pu être mieux faites, s'il y a eu des choses qui auraient pu être faites différemment. Comprendre, dans ce cas-là précisément, comprendre que ça fait partie du cycle de la vie aussi. Et que tout a une fin. Tout a une fin dans la vie. Que ça soit une fin de vie au sens propre du terme, donc un décès, que ça soit une relation. Toutes les relations ont une fin. Elles peuvent se terminer par une séparation. Elles peuvent se terminer par un décès aussi, c'est la fin d'une relation. Toute expérience a une fin. Voilà, donc comprendre que tout a une fin. Après, c'est vrai que c'est plutôt de la brutalité qui est difficile à encaisser parfois. Mais que tu ne peux rien y faire. Et que si tu n'avances pas, tu recules. Donc si tu continues pas à te battre, et puis si tu continues pas à garder un peu la tête sur les épaules, et puis te dire que dans tous les cas, tu peux rien y faire. C'est face à toi, qu'est-ce que tu peux faire pour aller mieux, qu'est-ce que tu peux faire pour agir différemment s'il y a des choses que tu aurais voulu faire différemment. Et c'est comme ça que tu avances. Enfin, c'est comme ça que moi j'ai avancé. Ah, ok. Donc je dirais que c'était un gros obstacle, mais très formateur parce que tu t'apprends beaucoup, tu grandis beaucoup là-dessus. Voilà, quand tu as conscience que la vie passe très très vite, bah, tu as plus tendance à savourer les choses un peu essentielles. Et puis faire l'impasse sur les choses superficielles, tu vois, des petites choses qui peuvent faire bloquer des gens qui n'ont jamais connu des épisodes ou des moments très difficiles. Bah, ces personnes-là peuvent s'arrêter sur des choses qui, pour toi, maintenant, est superficielle, tu vois, qui n'est pas un problème, qui est juste un fait de vie et qui est juste, voilà. Bah, on passe au-dessus, et puis on continue. Oui, plus t'es exposé à ça, plus tu t'habitues. Je sais pas si c'est le bon mot pour dire ça, mais le fait d'avoir déjà été exposé à une expérience difficile, ça te donne la conscience que la prochaine expérience difficile, elle va avoir une fin aussi. C'est un événement de passage. C'est ça. Et elle va partir. Donc... Puis comme on dit, entraînement difficile, combat facile. Okay. C'est-à-dire, bon bah si t'es... Après, c'est très compliqué aussi, il faut pas vivre, faut pas que ça rythme ton quotidien, mais quand t'as pris des coups sur le dos,
Bon, bien après, les choses qui, comme je te disais, qui peuvent sembler difficiles pour certaines personnes, bah toi, c'est plus voilà, du superficiel, ça glisse. T'as connu pire, Tu quoi. l'as déjà vu, ouais, bien sûr. T'as c'est connu déjà pire. x10, x20, Mhm. donc tu le digères plus facilement. Et tu te connais aussi. Tu te connais là-dedans. Tu sais comment tu réagis, tu sais ce qu'il faut faire, tu sais ce qu'il faut pas faire, tu sais ce dont tu as besoin, tu sais. Donc ça déroule plus facilement et tu bloques moins en fait, t'avances plus. Tu vois. Mhm. Tu dis, t'apprends à te connaître. Tu trouves qu'on apprend à se connaître au travers des choses difficiles? Oui. Ok. C'est-à-dire que... Et donc, est-ce que tu te mettrais volontairement dans des situations difficiles pour te connaître mieux, ou tu laisses la vie s'en charger? Le voyage, Mhm. le voyage, partir à l'inconnu, c'est une situation difficile. Tu vois. Pas difficile au sens un deuil, une séparation, mais c'est quelque chose. Bon bah c'est l'inconnu quoi. Pour moi c'est la même chose. Mhm. C'est l'inconnu, tu te mets dans une situation d'inconfort, c'est l'inconnu, et justement là t'apprends. T'apprends sur toi, t'apprends à parler anglais, C'est mine de déjà rien. pas mal. Ça prend énormément d'énergie au début de parler anglais. C'est très compliqué. Mal de tête, hein. Mal de tête au début. Très fatigant. Ouais. Et après, quand t'as moins cette fatigue fin de journée, et quand t'as moins à réfléchir surtout, parce que c'est ça qui est le plus fatigant en fait, qui est le plus épuisant, c'est le plus énergivore, c'est que tu dois tout le temps chercher tes mots, tu dois tout le temps creuser le cerveau, mais ça fait développer aussi ton cerveau. Mhm. Donc t'apprends dans l'inconnu, dans la difficulté, puisque si tu restes toujours dans ce confort, toujours dans cette stabilité, bon bah tu sais, c'est comme, j'aime bien prendre cette image-là, bah, tu me parlais d'image au début, c'est, tu sais, quand tu as un personnage, souvent dans les jeux vidéo ou quoi, et que tu as un cercle, et que tu as des caractéristiques tout autour du cercle, et qu'en fait, tu vas un peu pousser, et après, ça te dessine un peu une forme géométrique, et le but, bah, c'est d'avoir un cercle qui soit étendu sur le cercle, donc là, ça veut dire que tu es complet partout, mais forcément, tu l'es pas. Donc, tu peux avoir, par exemple, stabilité émotionnelle, tu peux être très peu développé parce que bon bah t'as du mal à t'exprimer, t'as du mal un peu à construire un socle, à imbriquer un petit peu tes émotions, tu vois, à les ranger un petit peu, à les ordonner. Donc tu vas être peu développé. Après tu peux avoir le côté un petit peu sportif parce que tu vas au sport, tu t'entretiens ou qui est bien développé. Et le but, tu vois, c'est un petit peu de tirer un petit peu chaque compétence. Alors après, tout dépend ce que tu mets autour du cercle, mais d'étendre un peu chaque compétence. Et ça, c'est une image, tu vois, qui me parle assez bien. C'est sur le, je sais pas si tu joues à FIFA ou t'as joué à FIFA. Je vois très bien. T'as des joueurs, tu sais, ils vont dire, bah, par exemple, en dribble, il est très très bon. Pouf. Donc t'as la compétence dribble qui est très développée. Ça fait une toile d'araignée un peu. Oui, tu je vois vois un très peu le bien, schéma. ouais, effectivement. Compétence dribble, par contre, il a pas du tout de physique. Donc le physique très peu développé. Compétence, donc voilà, c'est un peu l'image. Et essayer de se développer un petit peu. Ses compétences. C'est ça. Et intellectuelle, sportive, relationnelle avec les gens, communiquer, échanger. Oui, bien sûr, ouais, essayer de vivre, une fois de plus, jusqu'au maximum de ses capacités. Pas laisser quelque chose d'inutilisé, pas laisser un potentiel inutilisé. Exactement. Plutôt que ça. Exactement. D'où le fait d'aller dans l'inconnu, de passer par des épisodes difficiles. Tu seras confronté de tôt ou tard, dans tous les cas, la vie s'en chargera. Mais après, à moins tu y es préparé, à plus c'est dur. Oui, je suis d'accord. Plus tu tombes de haut. Oui. Tu as parlé du coup d'échec. Est-ce que il y a un échec que tu as eu dans le passé, qu'aujourd'hui tu vois comme une victoire ou une bénédiction? C'est-à-dire quelque chose que tu as tenté, une chose où tu as mis des efforts dedans, et à la fin, t'as pas reçu ce que tu attendais, tu vois. T'as échoué, quoi. Selon ta vision des choses. Est-ce que tu as quelque chose comme ça? Pas vraiment. Pas vraiment. J'ai rien qui me vient, tu vois, en tête. Après, t'as des relations, forcément, t'as des relations amoureuses, Ça peut compter, non? Ça peut compter, mais non, parce que la première vraie relation que j'ai eue, ça a été un peu l'histoire de deux ados, tu vois, de deux jeunes adultes, bon, bah, qui se rencontrent à un moment, et puis après qui évoluent, qui se construisent, puis qui se rendent compte qu'ils sont plus faits forcément pour être ensemble, donc
des schémas de vie, un peu des agendas qui ne se calquent plus. D'accord, ouais, je comprends. Et je peux pas dire que c'était un échec. Au contraire, maintenant je pourrais pas qualifier ça d'échec. À la base, quand c'est arrivé, si, mais j'avais pas le recul, j'avais pas assez de recul. Et maintenant, je me rends compte que ça m'a beaucoup appris, tu vois. Et donc, mis à part ça, j'ai pas vraiment, que ça soit peut-être en termes d'études, mais j'aurais pu me dire si j'avais bossé plus, si j'avais travaillé plus, peut-être que je serais, mais même pas, j'ai pas de regrets par rapport à ça. Tu vois, j'avais peur d'avoir des regrets, quand je voyais les années scolaires passer, et puis que je me disais, peut-être si j'avais bossé plus, peut-être que je serais pas là. Et au final, je suis content où je suis actuellement. Je me pose des questions sur l'avenir, parce que je sais pas de quoi il sera fait, je sais pas sur quoi je vais m'orienter. Et ça, j'avoue que c'est c'est une grosse case vide encore. Mais je sais que j'ai l'énergie pour, et que j'ai les crocs pour, tu vois, j'ai un peu l'envie et la détermination d'y arriver. Donc, peu importe où je serai, peu importe ce que je ferai, ça bougera pas. Ouais, tu vas trouver un moyen c'est ça. D'arriver à faire ce que tu veux. Mais peut-être qu'avant, j'aurais pu me dire, les études, je serais ici. Mais au final, je suis très heureux où je suis actuellement. Très heureux de l'expérience que je suis en train de vivre. Et puis, donc, c'est même pas un regret, tu vois, puis c'est ma personne, c'est comme je suis, voilà. Et puis, j'avais pas envie de faire ces efforts à ce moment-là, peut-être que j'en aurais eu les capacités, mais c'est pas un regret, en tout cas, c'est pas un échec, je le vois pas comme ça du tout. Oui, si ça s'est pas fait, sûrement que, finalement, ça devait pas être fait. Parce que, comme tu dis, ça t'a amené au bon endroit. Donc, c'est ça. C'est que c'était ton chemin, finalement. Puis après, quand tu fais une rétrospective, tu fais un flashback, tu te dis, ça a amené à ça, ça a amené à ça, cet épisode de ma vie m'a conduit à faire ça, et du coup, ça m'a conduit à faire ça. C'est un peu, c'est des chemins, des arbres de décision que tu fais, et après, tu arrives à un point, c'est parti de ça. C'est assez marrant. Dans l'épisode précédent, justement, on discutait, et donc Iwan, l'invité, il parlait de comment il voit sa vie, où il y a un chemin, et il disait que chaque fois, tu prends des branches, et tu dessines les branches sur le côté du chemin, et des fois elles te ramènent, des fois elles t'amènent ailleurs. Et du coup, il y a cette notion de dessiner en fonction de tes choix à chaque fois. Et c'est marrant que tu dises la même chose. Et puis, j'ai pas de personnalité en fait. non, mais moi je rigole. Et puis, et d'un autre côté, tous les chemins, les branches que tu dessines, ton crayon il reviendra pas en arrière. Donc tu continues. Après, tu peux revenir rattraper pas rattraper, mais te rapprocher d'une décision que tu aurais pu faire, tu vois. Changer de voie, mais... Et, par exemple, là, être parti à l'étranger, je peux retourner en France, je peux retourner dans mon travail où j'étais, je peux reprendre les mêmes habitudes, mais je serais parti en Nouvelle-Zélande et le chemin de vie sera pas pareil. Je vois très bien. Tu peux revenir un petit peu où j'étais à la base, à l'étape d'avant, mais il y a quand même cette boucle, et il y a ces choses qui se sont allumées un peu dans ma tête, tu vois. Ces trucs qui sont un peu décodés, et du coup, ça n'aurait été en aucun cas la même chose, tu vois. Je vois très bien, et j'aime énormément cette métaphore. Quand tu dis, tu dessines, c'est comme, moi je le vois comme si c'était une grande fresque. Ouais. Et en dessinant ton chemin, eh bien, une fois que le crayon il est passé à un endroit, il peut jamais revenir en avant. Donc même si comme tu dis, tu reviens en France, tu auras dessiné quelque chose de nouveau qui serait pas là si tu étais resté. Bien sûr. Et après, ce serait une forme un peu d'échec de revenir, oui et non, parce que ça dépend après comment tu le vois, si tu as des raisons de le faire, mais tu vas revenir dans le boulot dans lequel j'étais avant. Juste par confort. Ouais. Juste par confort, là, ce serait un échec, tu vois. Et de me dire, finalement, je suis parti à l'étranger, ça c'est une belle réussite. J'ai fait un road trip, j'ai acheté un van, j'ai fait toute la Nouvelle-Zélande, ça c'est dingue. Je pense qu'on s'en rend pas compte, mais c'est quand même... C'est vrai qu'on s'en rend pas compte. Moi, je m'en rends pas compte. Tu vas à l'autre bout du monde, t'achètes un van. Encore une fois, t'es pas perdu parce que ça reste culture anglo-saxonne, ça reste... Mais c'est une expérience de fou, quoi. Tu vois, même des gens qui ont 40 ans, ils sont un peu comme ça à l'idée de faire ça. Nous, on a 25 piges. Après, est-ce qu'on a plus d'énergie, est-ce qu'on a plus la dalle, est-ce qu'on a plus... Je sais pas, mais... C'est assez commun, il y en a plein qui le font. Mais c'était l'idée que le crayon est passé, il a pris un chemin, tu pourras pas gommer, effacer et revenir. Tu peux, après, reprendre un chemin qui se rapproche d'un autre parcours que tu aurais pu faire, ou alors partir complètement
t'ouvres des portes, et en fait, ça t'amène sur d'autres pièces, qui t'amènent sur d'autres pièces, et finalement, t'as pris toute une autre direction. Donc ça, c'est plutôt une belle métaphore, l'arbre un peu de décision qui te... Ouais, il est bien celui-là. Est-ce que tu as un rêve qui t'anime que tu n'as pas encore réalisé? Non. Non. Puisque j'ai jamais matérialisé vraiment... Est-ce que la distance par rapport à ce rêve-là, tu vois, est-ce que c'est irréalisable au point que ça soit vraiment un rêve qui soit moteur de vie? Je sais pas, être riche ou avoir plein d'enfants ou est-ce que c'est un petit rêve qui est accessible et que je peux faire plus ou moins facilement, tu vois. Je me suis jamais posé la question, donc je te dirais non. Je te dirais non. Je te dirais non, un rêve comme ça, non, j'en ai pas. C'est bien. Un objectif de vie, c'est plutôt de me dire, bon bah quand je serai à la fin, peu importe quand ce sera, soit je l'espère le plus tard possible, tout dépend des conditions dans lesquelles ce sera, mais me dire bon, je me pose, est-ce que j'ai fait ce que j'avais envie de faire, est-ce que j'estime que ma vie a été complète? Je dirais pas que c'est un rêve, mais je dirais que c'est plutôt un objectif, tu vois, le dernier souffle, pas me dire bon, j'aurais pu mieux faire, quoi. J'aurais pu faire des trucs un peu plus sympas, des trucs un peu plus... Tu vois, j'ai peut-être à passer à côté de quelque chose sur ça, sur ça. Après, forcément, tu passes à côté de quelque chose. Tu peux pas tout faire. Oui. Je serais bien sur la Lune. Ouais, mais... oui, compliqué, c'est vrai. tu vois. Oui. Et tu passes forcément à côté de quelque chose. Et c'est aussi pour ça que je fais les choses, tu vois. J'essaie pour pas avoir comme je te disais au début, de pas avoir de regrets, de me dire, oh mince. J'aurais pu... Tu vois, j'aurais pu rester. Comme tu vas en Nouvelle-Zélande, t'as prévu de faire des choses, pas partir avec... Parce que bon, la Nouvelle-Zélande, tu peux y retourner, mais c'est tellement loin. T'as tellement de pays entre les deux que est-ce que, après avoir plus ou moins fait toute la Nouvelle-Zélande, tu te dis, est-ce que j'y retournerai pas? Je sais pas. Mais de pas partir en disant, ah mince, j'aurais bien fait ça, ah mince, j'aurais bien fait ça, tu vois. Ou alors, bah, j'aurais bien visité, et là, je pense pas. Donc c'est pour ça que je me dis, bon, je le fais ou je le fais pas, j'ai la flemme, j'y vais ou j'y vais pas. Et hop, j'y vais, parce que j'ai cette phrase un peu qui pop-up, de te dire, bon, et pas de regret, essaie de le faire. Au moins t'aurais essayé, même si c'est catastrophique, même si t'avais prévu de visiter un truc, et que c'est pas allé au bout parce que il faisait pas beau, t'avais mal au ventre, ou X ou Y raison, au moins tu l'as fait, tu vois. Au moins tu l'as fait, t'as vu ce que c'était. Ouais, donc c'est ça, c'est pas être sur son lit de mort, et se dire, en fait, la majorité des choses que j'aurais voulu faire, j'ai pas eu le courage de tenter. J'ai pas eu le courage... C'est ça, j'ai pas eu la foi, j'ai pas eu la détermination. Et c'est pour ça que la Nouvelle-Zélande, le voyage, c'est vraiment quelque chose qui a pop-up, un peu. Ouais, quelque chose qui t'est tombé dessus, sans que tu Ouais, c'est ça. tu le prévois. Ça a migré, ça a mûri dans ma tête, hein. Pendant toutes mes années supérieures, et après, arrivé en master, là, je me suis dit, ok, c'est bon, faut que j'y aille. Parce que je me voyais pas rentrer dans la vie active. CDI, et puis partir rester dans la même boîte pendant 5 ans, 40 ans, quoi. Ouais. Ça, ce serait, pour moi, un échec. Je vois très bien, et ça me fait penser à ce que tu dis. Tu sais, ça a mûri dans ta tête durant tout le master, et je pense, tu me dis si ton avis est cohérent avec le mien, que on a beaucoup, si ce n'est toutes les réponses ou tous les choix déjà dans notre tête. Tu sais, ils sont au fond de la tête. On sait ce qu'on devrait faire pour être cohérent avec nous-mêmes, avec nos valeurs et tout. Mais parfois, ça prend juste du temps d'arriver à l'avant de l'esprit. Ça prend du temps d'être capable d'accepter, tu sais, le sacrifice et les choix que tu as à faire. Mais je pense qu'on a beaucoup de choses qui sont déjà là. C'est juste, on n'a pas envie de l'accepter encore. On n'est pas prêt à l'accepter. Ouais. T'es pas prêt parce que t'es dans une certaine situation confortable. Et justement, des fois, pouf, t'as cette étincelle qui pousse tout à la chaîne. Et boum, ça t'arrive dessus et tu te dis, ok, bon, bah là, je pars l'année prochaine, quoi. Ouais. Et souvent, c'est ça, quand tu as vraiment un événement important, séparation, une rencontre, peut pas avoir quelque chose de mauvais, hein. Je parle que de deuil et de séparation depuis tout à l'heure, mais Non, mais... c'est une rencontre ou même une opportunité qui se dégage parce que, je sais pas, ta boîte, bon, bah, elle recrute à l'étranger, ou parce que ta boîte, elle ferme, ou parce que... Et ça pousse tous tes plans, toutes tes autres questions qui te brouillent un peu le cerveau, bah, ça tombe au bord du gouffre, et là, hop, t'as le nouveau qui arrive, et qui dit, ok, bon, bah là... c'est l'heure. Allez, hop, on se défile pas, on y va,
on prend les billets d'avion, et c'est ciao. C'est bien comme ça, je l'avais jamais vu. L'image où, en fait, l'élément déclencheur, il vient pousser tout ce qui était là avant, et il le met au second plan Exactement. pour mettre la Succinct. chose... Quelque chose de succinct. Mm. Hop, Allez, un peu t'écartes, et il y a le truc que tu penses depuis, qui mûrit un peu dans ta tête depuis quelques années, C'est qui ça. est là devant toi, tu te dis bon. Là, ouais, c'est arrivé trop Et près. c'est exactement ce qui s'est passé avec le voyage. Mhm. C'est arrivé et je me suis dit, ok, bon, bah là, faut que je prenne une décision parce que c'est la croisée des chemins. Je vais pas rester un an au chômage, à rien faire chez moi. Mhm. Soit je retrouve. Après, moi, je pense qu'aujourd'hui, tu peux changer de boîte, c'est ce qu'il faut faire. Il faut un peu. Tu peux aussi rester dans une boîte, hein, dans une entreprise. S'il y a des avantages, si tu t'y sens bien, enfin, pourquoi pas. Hein. Mhm. Pas absolument changer à tout prix, mais. Et je m'étais dit, bon, bah, j'étais pas fixé, j'allais pas me dire, je rentre pour 40 ans dans cette entreprise. Mais je rentre quand même dans la vie active, tu vois. Mhm. Oui, c'est ça. C'était donc, ouais, le choix, c'était le choix de l'aventure, l'inconnu, ou le choix de la... Et donc, ouais. Et est-ce que tu peux développer sur ce que tu viens de dire tu penses qu'il faut aujourd'hui changer d'entreprise régulièrement et pas rester dans la même, sauf s'il y a des avantages et tout. Pourquoi tu penses ça? Dans quel but? Peut-être ça peut intéresser les gens. Bah, déjà, t'as un contexte économique qui est différent. Il y a de la génération de nos parents, de nos grands-parents, où, à l'époque, décrocher le CDI, c'était le Graal. Tu vois. Tu rentrais à la maison, paf, CDI, ouais, c'est la fête, il a signé son contrat, paf, champagne et tout. Aujourd'hui, c'est différent, puisque déjà, tu as un marché de l'emploi qui est pas le même, avec, tout dépend dans quel secteur d'activité tu travailles, bien entendu, mais je parle pour ma part, avec des gens qui n'ont pas les mêmes attentes, n'ont pas les mêmes recherches, et il y a une décorrélation entre ce que les employeurs peuvent te proposer comme tâche et ce que les gens cherchent. Tu vois, l'équilibre vie pro, vie perso, par exemple en finance, pas foufou, quoi. Et ça, ça dépend où. Il y a des boîtes qui mettent vraiment de l'importance, tu sais, avec toutes les démarches RSE, les chartes d'entreprise, tout ça, justement un petit peu pour redorer un peu l'image. Mais ça, des fois, c'est beau sur le papier, mais en vrai, ça se passe pas du tout comme ça. C'est pas respecté. Très peu. Ils font beaucoup de crochets, quoi. C'est vraiment, ok, bon, bah là, ok, les RSE, c'est cool, mais il faut qu'on avance sur ça. Est-ce que tu peux rester ce soir jusqu'à 21h, 22h? Oui, ok. Si j'ai un intérêt à le faire, oui. Soit je suis plus payé, soit j'apprends. Pendant mon alternance, moi, ça a été ça. J'ai pas été plus payé. J'ai jamais exigé quelconque salaire précis. Par contre, je savais pourquoi je le faisais. Je savais que je voulais apprendre beaucoup. Ok. Parce que je travaillais dans un cabinet expert comptable. Et j'étais en lien directement avec un expert comptable. Tu vois, je travaillais dans son bureau. Et ça a été ouf. Parce que j'ai appris non seulement sur le métier, mais sur la façon de travailler. Quelqu'un qui est assez intelligent, c'est quelqu'un qui est brillant dans ce qu'il fait. Et j'ai appris avec cette personne. Tu vois. Et le jour où ça tombait bien, parce que c'est arrivé à la fin de mon contrat, où le cabinet s'est développé, et que cette personne a pris un peu ses distances, c'est tout à fait naturel. Le cabinet se développe, elle a amené à recruter des gens qui, de facto, sont moins compétents, puisque c'est parce qu'on leur demande pas d'être polyvalents sur tout, et on leur demande pas d'avoir des connaissances sur Bien sûr, sur l'ensemble de... l'ensemble, mais d'être compétents dans ce qu'ils font. T'as quand même à apprendre, mais moi, j'allais plus à apprendre ce que je pouvais prendre au début de l'aventure. Ça a été un cabinet, on a commencé à 3, là, il se développe petit à petit, 5, 6, 7, et du coup, t'as des strates qui viennent s'interposer, et qui fait que tu perds un peu ce que je cherchais initialement quand je suis arrivé dans le cabinet. C'est-à-dire le savoir-faire de la polyvalence. C'est ça. Et puis la façon de travailler, la façon d'organiser ses journées, en parallèle du travail pur. Et donc, pour répondre à ta question qui était... donc, pourquoi il faudrait changer d'entreprise régulièrement, enfin, selon toi, aujourd'hui, comparé à avant? Qu'est-ce qui te fait? Donc, tu as dit économiquement. Économiquement, ça peut être intéressant déjà. Purement économiquement, déjà, quand tu changes d'entreprise, alors après, ça peut être mal vu, parce que si tu changes tous les 2 ans, bon, bah, personne ne va te recruter. S'ils savent que tu vas rester 2 ans et que tu vas te barrer. Mais ça peut déjà permettre de négocier ton salaire. Puisqu'à chaque fois que tu changes d'entreprise, tu vas forcément pas être payé moins que ce que tu étais avant. Donc déjà, tu as un seuil. En fait, ça augmente ton palier à chaque fois, d'année en année. Mais encore une fois, il faut bien jongler entre changer, avoir la bonne balance entre changer pour peut-être demander une augmentation à chaque fois, mais pas trop changer pour rester
Avoir un CV. employable. Ouais, tu bien vois. sûr. Et pas que les gens disent, bon, bah, c'est un cake, lui, il a fait 10 entreprises en 5 ans, on va jamais le recruter. Ouais, ça nous sert à rien, bien sûr. Mais ça te permet toujours d'évoluer un petit peu. C'est pour ça, d'ailleurs, que c'est important, le salaire de base dans ta première expérience en CDI, parce que si tu commences très très bas, bah, tu vas mathématiquement mettre plus de temps À pour grandir les monter, échelons. alors que si tu arrives déjà à rentrer dans un salaire plutôt correct, bon, bah, tout de suite, tu as pris déjà un écart sur celui qui est rentré très bas. C'est pour ça que d'ailleurs, en finance, tu vises souvent des trucs qui sont pas très gratifiants à faire, où tu fais beaucoup d'heures, mais où tu peux avoir un salaire qui est plutôt décent, tu vois, plutôt correct. Et je te prends un exemple. Cabinet comptable, bon, bah, tes collaborateurs, tu rentres, tu rentres peut-être à 28 000, entre 28 et 30 par an. Ce qui est pas ridicule, mais Non. je trouve que comparé aux connaissances que tu peux avoir, aux tâches que tu peux faire, bah, des fois, il y a des métiers qui en demandent pas beaucoup plus et qui sont quasi autant rémunérés. Mhm. Et si tu prends l'audit qui est un peu vu comme un peu le chien battu de la finance, c'est-à-dire que la valeur ajoutée en audit, c'est 0, parce que tu fais que du contrôle de compte. Par contre, tu apprends énormément sur les façons de procéder, les façons d'apprendre, tu as beaucoup de technicité, de méthode. Et là, tout de suite, en audit, tu peux déjà rentrer, si tu te débrouilles bien, si tu passes un bon entretien, que tes fils dans ton cerveau sont à peu près câblés, tu peux rentrer déjà à 40, 42. C'est énorme. Donc il y a un bond entre les deux. 50% Pour le même âge, pour les mêmes formations, pour les mêmes études. Moi, j'ai des camarades dans ma classe qui ont signé un CDI à la sortie du master, qui sont rentrés 40, 42, 43 même. Ouais, ça fait presque 50% d'augmentation. Et ouais. Sur, Et ouais. 40%. Donc, changer d'entreprise, voilà, ça te permet déjà de pouvoir négocier un peu ton salaire, pour augmenter plus rapidement que si tu faisais de l'évolution interne. Et puis de voir différents horizons, apprendre des fonctions, des méthodes de travail, après, si tu as l'occasion même de changer un petit peu, dans la finance c'est très large, de changer un petit peu, tu vois, par exemple passer de l'audit en comptabilité, éventuellement du contrôle de gestion, bah, ça te développe ton CV, ça te développe tes compétences, ça développe tes capacités, façon de travailler, tu travailles avec des gens différents. Et après, il y en a qui aiment pas. Il y en a qui aiment pas du tout parce qu'ils ont leurs habitudes, ils ont leurs collègues, ils ont leur happy hour le vendredi, leur after work le vendredi, et ils sont contents là-dedans, tu vois. Moi, j'ai un pote, c'est ça, et s'il est content et qu'il se ment pas lui-même en se disant, bon, je suis bien dans cette boîte, alors qu'en vrai, il est pas bien dans la boîte, bon, bah. C'est toujours ça, je pense, le plus important. C'est de pouvoir être honnête avec soi-même et de se dire, si je suis bien là où je suis, bah très bien, je fais le meilleur choix possible. Mais si je suis pas bien, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je peux faire comme choix pour me réaligner avec mes valeurs. Exactement. C'est toujours ça l'équilibre qu'il faut trouver. D'où l'intégrité, tu vois. C'est d'abord être intègre envers toi-même. Te dire, parce que c'est suite à ça, tu sais, quand tu te poses pas les questions, tu te poses pas un peu, tu fais pas un point sur ta situation et que tu fais que encaisser, c'est que tu dis, bon, je vais au taf, l'équipe, je peux pas les saquer, la manageuse, le manager, je les déteste. Et que bah, c'est là où tu te développes des boules au ventre, des stress, des angoisses, même des cancers, ça peut aller jusque-là, tu vois. Il y a des choses que tu guéris pas, que tu soignes pas. Soit tu dis les choses, tu dis, bon, écoute, va falloir qu'on trouve une solution parce que je peux pas te saquer. Ça va plus, ouais. Et c'est dur, hein, c'est très dur à dire. Hein. Soit tu pars, quoi. Toi, tu t'en vas, tu vas voir ailleurs. Mais des fois, il faut bien arbitrer entre te dire, est-ce que, bon, bah, il y a juste besoin que je mette les choses au clair avec cette personne, et des fois, c'est calme, c'est l'entre-deux-guerres. Ou alors, que ça soit trop structurel, et que tu te dises, bon, bah, même si j'échange avec cette personne, même si je mets les choses à plat, ou avec cette personne, ou avec l'ambiance, ou avec le travail, ça changera rien, et il faut que je parte, quoi. Après, aujourd'hui, on a trop tendance aussi, dès qu'il y a un moindre problème, on prend la poudre d'escampette et on s'en va. Ça, c'est un peu... je dirais que c'est un peu la limite qu'il faut pas dépasser, quoi. C'est-à-dire... Après, si t'es à l'aise avec ça, bon, bah, tant mieux, hein, mais c'est pas facile aussi, à chaque fois de retrouver quelque chose, dès qu'il y a quelque chose qui va pas, d'en faire une montagne, et de te dire, allez. Allez, oui, je m'en vais. Non, je suis d'accord, il y a toujours un équilibre à trouver avec soi-même. Qui est personnel, hein, qui est personnel. Oui, je suis d'accord. Maintenant, j'aimerais te demander,
Si tu pouvais écrire une lettre à toi dans 10 ans, toi d'aujourd'hui là, qu'est-ce que tu lui dirais? Donc là, moi maintenant, si j'ai écrit une lettre pour le Thibaut dans 10 ans, Ouais, pour Thibaut dans 10 ans. donc ça veut dire que j'aurai 35 ans, et bien dans quel but je fais cette lettre? À 35 ans, Qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Ça peut être émotionnel, qu'est-ce que tu aimerais partager avec lui? Ça pourrait être les espoirs que tu as en toi aujourd'hui et que tu lui poses la question si c'est arrivé. Ça peut être un conseil, parce que tu penses qu'aujourd'hui tu es au bon endroit, dans tes bottes et tout. Du coup, il y a 2 Thibaut, un là et un dans 35 ans. Tu le connais pas encore. Ça sera à un moment tu vas te rendre compte que c'est le même, tu vois. C'est très schizo comme... Tu vas... comme un jour, quand le temps aura passé, tu vas te dire, tu sais, les chemins vont se croiser, et tu vas être le Thibaut de 35 ans. Encore si tu me dis, qu'est-ce que tu dirais à ton Thibaut d'il y a 10 ans? Là, je peux te dire, bon bah, fais ces choix-là, fais plutôt ça, mais... Ben ça, c'est une lettre que tu lui fais. Tu sais, tu lui fais aujourd'hui avec ton état d'esprit, ta vision. Tu projettes, en fait, ton toi dans 10 ans. Ton toi d'aujourd'hui dans 10 ans. Mais aujourd'hui, c'est une personne différente que toi. C'est une bonne question. Mais du coup, c'est pas des conseils que je peux lui apporter. Bah, il y a de fortes chances qu'il ait vu plus de choses que toi dans 10 ans. Mais ça se trouve, aujourd'hui, il y a un truc, tu te dis, ça, je veux pas que tu l'oublies, tu vois. Je veux pas que le Thibaut dans 10 ans, il ait oublié ça. Ça peut être ça. Ça peut être... c'est pas un conseil, mais c'est... Voilà, c'est une valeur, c'est une directive qu'aujourd'hui, tu sais que tu veux garder, qui est importante, et tu t'envoies ta lettre pour dans le futur. Tu lui dis, ça, j'espère que tu n'auras pas oublié. De pas... Malgré les choix que tu peux faire, toujours essayer un petit peu de mettre de l'implication dans ce que tu fais et d'aller jusqu'au bout. Pas te dire que tu sois passé à côté de quelque chose. Tu vois. C'est vraiment le truc un peu qui fait écho, qui vibre en moi. Mhm. Me dire, bah au moins j'ai essayé, j'ai vu ce que c'était. Et si tu te poses des questions, essaie d'y aller après avoir dans quel contexte tu te situes, si t'es marié, enfant, célibataire ou pas. Mais je dirais ça, ouais, je dirais... Va au bout des choses. Si tu te poses des questions, c'est qu'il y a une bonne raison. Essaye. Si tu veux monter un business, essaye. Si tu veux te lancer dans une relation, essaye. Après, tout est une histoire de timing aussi, hein. Mais je suis très partant pour essayer plus ou moins tout, tu vois. Essayer. Et puis d'être curieux de tout. Curiosité, tu vois. Ça, c'est hyper important et c'est vraiment, je pense que je dirais que c'est un de mes traits de caractère. Curiosité. Je connais pas. Je suis curieux. Je me dis, bon, bah, je vais voir, je vais essayer. Voilà, ça me plaît pas du tout. Ah ouais, ok, pourquoi pas. Allez. On creuse encore. Je sais pas si j'ai répondu à ta question, qui est pas facile à répondre. Si tu l'avais tourné dans le sens, qu'est-ce que j'aurais pu dire au Thibaut d'il y a 10 ans? Peut-être que ça aurait été... Mais c'est original, hein. Ça met dans une situation un peu d'inconfort et de réflexion, mais... Mais c'est très bien, moi ça me va comme réponse. Bah si ça te va, je suis plus content. Exactement. Maintenant je voulais te demander, est-ce que selon toi, il y a une petite action, une petite habitude qui peut changer la vie de beaucoup de gens? Quelque chose, tu sais, qui peut être très simple, qu'on peut avoir tendance à oublier, ou que les gens peuvent avoir tendance à oublier, mais que tu penses qui améliore vraiment la vie, change vraiment la vie. Sourire. Sourire. Politesse, si je peux un peu... Mais moi, je sais que... Il y a un bouquin que j'ai lu il y a pas longtemps, qui dit... Souris... Qu'est-ce qu'il dit, le bouquin? Qu'est-ce qu'il dit, ce bouquin? Il dit... Tu veux que je fasse une recherche rapide? Souris... attends, je vais essayer de la retrouver. Vas-y. Souris à la personne qui ne sourit plus, puisqu'elle n'a sûrement plus de sourire à offrir. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Ok, je vois l'idée. Je vois où ça va en venir. Elle a sûrement...
en gros, c'est la chose dont elle a le plus besoin, une personne qui a plus ce sourire en elle. Et du coup, pour répondre à ta question, je dirais sourire. Sourire parce que c'est simple, mais ça peut faire un peu quelque chose, tu vois, ça transmet quelque chose. Ouais, Même si t'es pas forcément heureux, même si t'es pas... Mais ne serait-ce que sourire, et c'est tout bête, hein, mais tu vois, ne serait-ce qu'avec des clients, je le fais, tu souris, bon bah tout de suite, il y a un truc qui se crée dans l'atmosphère. Chaleureux qui arrive. Et avec des collègues, tu vois, tu sens forcément faire des caisses, mais juste un sourire sincère, Oui. pas un sourire faux cul, tu vois. Oui, Un sourire pas comme ça, tu vois. Oui, je vois. Un sourire où tu t'y mets de l'intention. Oui, où tu sens que quand la personne elle le voit, elle sait que ça vient du cœur et que c'est pas juste une façade pour faire semblant. Donc je dirais que c'est très simple. Et puis aujourd'hui, bon bah les gens, tu vois, c'est dur aussi quand t'interagis qu'avec des gens qui sont assez froids, assez pas tristes, mais qui sont pas animés, tu vois, qui ont pas ce sourire, qui ont pas un peu La passion qui brûle en eux, qui ont pas la joie de vivre, qui ont pas, en fait c'est l'effondrement, tu vois, tout le monde se tire vers le bas. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans les îles, bah ils sont heureux parce que bon bah déjà ils sont un peu loin de toutes les folies que tu peux avoir de manière générale dans le monde, mais c'est un cercle vertueux, pardon. C'est-à-dire que tu souris, donc tu es heureux, donc tu partages des bonnes vibes, donc tu vois, t'as tout ça qui ça s'entretient tout seul. Ouais. Exactement. Et je pense que même s'il pleut, même s'il fait pas beau, même si le sourire amène aussi, ça donne envie de discuter, ça donne envie d'échanger, ça donne envie de... Bah, tout de suite, il y a une atmosphère qui se crée, tu vois. Ouais, je comprends. Oui, ça véhicule quelque chose. C'est pas juste toi dans ton coin qui sourit. C'est ça. Ça véhicule quelque Sourire, chose. après, je dirais de façon plus pragmatique, faire un peu de sport. C'est important, c'est très très important le sport. Puisque ça te... Bah, déjà, physiquement, c'est... Mais il y a aussi des bienfaits mentaux, psychiques. Des mentaux, que ça soit chimique, dans ta chimie corporelle, mais sans forcément faire des trucs de fou, tu vois, mais faire un petit peu de sport. Et puis je trouve que c'est un bon équilibre, ça rééquilibre un petit peu, tu vois, tu te sens mieux, parce que tu as fait du sport, tu t'es dépensé, ou pas forcément que ce soit un sport physique, mais je trouve que tu as un équilibre qui est assez intéressant. Après, pas tomber dans l'aspect un peu drogue du sport, où tu te sens pas très bien quand t'as pas fait de sport, ce qui arrive souvent, des fois, quand tu pousses un peu le truc. Ce qui m'arrive aussi des fois. Je me dis, ça fait 4 jours que j'ai pas fait de sport. T'es pas bien à la salle. Bon, c'est pas forcément top, mais c'est toujours mieux que ne rien faire, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais je dirais, le premier truc qui viendrait à l'idée, c'est sourire de suite. Ouais, sourire. Très bien. Ou avoir au moins un visage un peu chaleureux, un peu communicatif, tu vois. Être avenant un petit peu. Donc voilà, c'est ça. Puis de sentir que, bon bah, tu es quelqu'un d'assez agréable, tu vois. Après, tu peux être tête levée du mauvais pied, tu peux connaître des moments difficiles, ça c'est normal. Ça arrive à tout le monde, d'accord. Mais je dirais un sourire, et puis ça coûte rien en plus. Ça coûte rien. C'est tellement peu d'efforts pour ce que tu peux apporter. Juste un sourire ou regarder, tu vois, avec... Ouais, je comprends très bien. Et c'est tout à fait cohérent pour moi. Maintenant, je vais te demander, est-ce qu'il y a un mensonge qui t'a été répété et un jour tu t'es rendu compte que c'était pas vrai? C'est une croyance qui a été martelée et un jour tu te dis, ah mais c'est pas vrai en fait. Ça n'a pas lieu d'être. Pas spécialement. Là, rien ne me vient en tête. Un peu des croyances limitantes. C'est très bateau. C'est très bateau, mais... C'est très bateau, mais c'est vrai. D'un côté, tu vois, si tu veux dire, plutôt, ouais. Pourquoi j'y arriverai pas? Est-ce que j'ai les ressources nécessaires pour le faire? Est-ce que j'ai l'énergie? Est-ce que j'ai l'envie? Est-ce que j'ai la motivation? Est-ce que j'ai l'argent aussi? Pourquoi pas? Prendre le risque. Mais sinon, un mensonge, tu veux dire quelque chose? Ouais, je vois. Par exemple, tu as une croyance limitante où tu te dis, voilà, je veux travailler, tu étudier dans la finance, et t'entends, non, mais c'est pas pour nous, nous on fait pas ça, on fait un métier avec nos mains, alors que c'est pas vrai du coup. Ça peut être quelque chose comme ça, voilà. Non, j'ai pas de... Mais je pense que c'est bien, c'est-à-dire que dans ton environnement, ça a été suffisamment porté, tourné vers l'avant, vers l'avenir, et pas tirer du coup
par des croyances C'est limitantes ça. Non, j'ai pas forcément de... Donc C'est rien qui me vient en tête comme ça, tu vois. Mais c'est une question auquel apporterais réflexion. Mhm. Mais là, comme ça... Bah, je trouve ça bien que tu n'en aies pas en tête comme ça. Ouais. Pas personnellement, en tout cas. Après, peut-être qu'il y a des choses tu peux... qui te concernent pas forcément, mais... Oui, bien sûr, c'est ça. Mais très bien. Est-ce que... Maintenant, j'aimerais te demander, qu'est-ce que tu aimerais que les gens se souviennent de toi? Qu'est-ce que tu aimerais que les gens se souviennent de toi? Alors, quand tu dis les gens, ça peut être... Est-ce que c'est des amis? Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est... Ça serait, par exemple, disons que tu devais mourir demain. Qu'est-ce que tu aimerais laisser derrière toi? Donc ça serait effectivement principalement aux gens qui sont proches de toi, pas ceux qui sont côtoyés. Mais c'est plutôt le message que tu aimerais faire passer, la manière dont tu aimerais qu'on se souvienne de toi. Comment il était Thibaut? Je dirais... c'est un peu égoïste, mais je dirais... je sais pas, que j'ai marqué un peu les gens, tu vois. Après, tu les marques de n'importe quelle façon, hein. Je suis d'accord. Puisque t'es le fou du bus qui se balade à poil dans la rue, tu peux les marquer, tu vois. Voilà. Mais... Est-ce que tu aimerais que les gens ils se souviennent que t'es le fou du bus, par exemple? Non, pas vraiment. Non. Pas vraiment. Après, comme disait, je sais plus qui disait ça, un journaliste ou quoi. On parle de moi en bien ou qu'on parle de moi en mal, au moins, On parle de moi. voilà. Mais non, ça après, ça m'intéresse pas, puisque ça, j'ai pas l'envie d'être hyper... Connu. Bon, ça m'intéresse pas du tout. Mais je sais pas, de me dire que les gens éprouvent un réel manque, parce que tu les as marqués, tu vois, parce que t'étais à la fois présent, pas forcément physiquement, mais t'étais quelqu'un sur qui ils pouvaient compter, quelqu'un sur, tu vois, une épaule un peu sur laquelle ils pouvaient se reposer, qui pouvaient avoir confiance, à la fois ou avec qui ils ont pu avoir des énormes rigolades, tu vois, des super bons moments, et multiplier un peu ces bons moments, tu vois. Authentique, que ça soit authentique. Pas que ça soit genre, bon, on sort tous les week-ends, on boit, on machin, on fait la fête. Oui. Tu vois, vraiment créer des trucs un peu... des moments de vie où tu te rappelles, et tu vois, par exemple, t'es à Hippo, à l'auberge de jeunesse, juste à côté. Où tu dis, ah ouais, on a passé des sacrés bons moments, des trucs qui te marquent, tu vois. Ouais. Qui ont de la valeur, bien sûr. Voilà, c'est ça. Pas des choses où tu sors tous les week-ends, où tu dis, oh bah putain, on sortait tous les week-ends. Ça m'intéresse moins. Bah, parce que, enfin, je sais pas, peut-être, mais moi je me dis que quand tu crées des moments qui ont de la valeur, les gens ils étaient en pleine conscience de ça. Alors que quand tu sors, souvent, tu as bu de l'alcool, C'est tu ça. as pris d'autres substances, et du coup, t'es pas toujours en pleine possession de tes moyens, et du coup, ça a peut-être moins de valeur parce que les gens, s'ils étaient normaux, dans leur état normal, ils l'auraient pas fait. Ça les marque moins, c'est vrai, c'est vrai. Mm. Voilà, je dirais ça, un peu marquer les... Et puis que ton manque se fasse ressentir. C'est pervers, et c'est assez... Je comprends. Non, mais. C'est assez égoïste. Enfin, pas égoïste, mais Vicieux. que t'as un peu marqué les gens, tu vois. Ouais. Mais en bien évidemment. En bien. En bien. Ouais, je vois, mais je veux dire, ouais, t'aimerais que ton absence, on se dise, ah putain, Thibaut, c'était bien quand il était là quand même. Ouais, c'est ça. Et que c'est la pire des choses qui puisse être, tu vois, pas de se dire, bon, pas que tu tombes un peu dans l'oubli, tu vois. C'est triste. Ça fait peur l'oubli. Pourquoi ça fait peur l'oubli? Parce que t'as l'impression que t'as jamais existé. Il faut qu'on t'oublie. Ok. Tu penses que, ouais. Je pense. L'impression que ça te fait, c'est que quand du coup t'es plus dans l'esprit des gens, c'est comme si ton existence, à aucun moment elle avait existé. Ouais, je pense. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'apporte, je pense, de plus en plus d'importance. J'apporte de l'importance. Et que j'ai vraiment envie d'avoir des enfants, et puis de pérenniser un petit peu ce truc, parce que c'est toute une histoire de famille aussi, une transmission de gènes, une transmission de valeurs, une transmission de caractère, physique ou pas, et qui fait que ça se perdure un petit peu, et que je vis, et que mes ancêtres, que mes aïeux vivent à travers moi, et vivront à travers tout ce qui s'ensuit, tu vois, toute ma descendance, mes enfants et tout, et que tu perdures. Et que je trouve ça super triste quand quelqu'un dit non, moi je veux pas d'enfant. Ça se stoppe là. Tu trouves ça égoïste? Ouais.
En plus, ouais, je trouve ça assez égoïste. Et j'ai du mal à avoir le truc de, je sais pas dans quel monde ils vont vivre. C'est sûr que ça fait peur, ce que t'entends. Mais d'un autre côté, je me dis que c'est pas parce que toi t'en fais pas que tu te dis, bon bah, le monde, si je fais pas d'enfant, le monde ira mieux, tu vois. Parce que déjà, il y en a qui en feront à ta place. Oui. C'est ce que je veux dire. Oui, ok. Et puis, je suis pas sûr que ça soit peut-être toi parce que tu as 2-3 enfants, le problème. Si tu les éduques, si est-ce qu'ils seront pas amenés justement à changer les choses si tu les éduques de la bonne façon? Parce que c'est sûr que si tu éduques des petites têtes de con et que qui eux se posent pas les bonnes questions, qui sont pas respectueux, qui sont pas, ok, là je peux comprendre, ça a du sens si tu mets au monde que des enfants comme ça, mais si tu mets au monde des enfants qui sont respectueux, qui sont aimants, et puis c'est hyper égoïste parce que tu serais jamais là où tu serais actuellement si on avait pensé comme toi il y a 50 ans. Tu vois, parce qu'il y a 50 ans, il y a 200 ans, il y a 2000 ans, au Moyen-Âge, en l'an 800, je suis pas sûr que c'était le meilleur moment de se dire putain, ouais, j'ai trop envie d'avoir des enfants, ils vont sûrement mourir, il y a une chance sur deux qu'ils meurent, moi je vais mourir à 35 ans. Tu vois, et l'humanité se serait éteinte en fait. Donc à la fois, je me dis pas avoir d'enfants, c'est un peu égoïste. Te dire je veux pas d'enfants, c'est un peu égoïste parce que tu fais pas perdurer l'humanité. Et dans tous les cas, moi je pense que je sais pas combien de temps on sera sur cette terre, mais que c'est écrit un peu d'une certaine façon, tu vois. Avec l'apparition des dinosaures, la mutation des espèces, l'évolution de l'homme. Je pense que c'est un cycle, tu vois. C'est-à-dire que tu penses que ça va arriver à une fin? Je pense, ouais. Un nouveau commencement? Ouais, je pense. Parce qu'il y a des choses que tu peux pas... la nature est tellement bien faite qu'il y a des choses que tu peux pas contrôler, tu vois. Tu vois, aujourd'hui, on est capable d'aller sur la Lune, on est capable de faire des prouesses technologiques impressionnantes. Et pour autant, il y a des choses qu'on a du mal encore à cerner, le corps humain, et il y a des éléments qui sont aléatoires qui font que, à ce moment-là, t'as un tsunami à Hiroshima, t'as une centrale nucléaire qui explose pour X ou Y raison, des choses que des fois t'as du mal à expliquer. Peut-être que là, j'ai pas assez de recul, je connais pas assez. Peut-être que ça s'explique très facilement, mais la création d'un tsunami, c'est impressionnant quand même, la création d'un tsunami. Les marées, les lunes, Non, bien sûr, il y a des choses qui sortent facilement du compréhensible. C'est ça, du tangible, de l'explicable. Donc, moi, je suis pas sûr que te dire je veux pas d'enfant, ça soit la solution. Et puis, je pense justement que c'est un peu plus égoïste. Tu vois. Ouais, parce que comme tu dis, genre si les gens avaient pensé comme ça, par exemple 50 ans en arrière, on serait pas là. Ouais. Et du coup, c'est un peu. Moi, je suis convaincu que c'est une chance. C'est une chance de pouvoir être là, tu vois, de pouvoir expérimenter la vie. J'avais vu, je me souviens plus exactement de la statistique. Mais je crois que par exemple, pour d'être, t'as une chance de 1 sur 400 trillions, quelque chose comme ça. Ouais. Et si t'es là, c'est que, profite, quoi. Fais pas chier. Exactement. C'est sûrement un peu de la chance, quand même. Thibaut, est-ce que tu aurais une recommandation à faire aux gens qui vont écouter l'épisode? Ça peut être... J'aimerais que ce soit une pièce d'art, un petit peu. Ça peut être quoi que ce soit. Ça peut être... Pièce d'art? Un bouquin, ça compte? Un bouquin, ça compte, voilà. Dans l'art, je comprends écrire un livre, de la poésie, du cinéma, tout ça. Mais du coup, un livre, ça compte. Tout à fait. Donne-moi un livre, s'il te plaît. Alors, un livre en particulier, j'en ai pas. Ok, donne-moi des livres. Mais moi, je vous dirais, branchez-vous. Stoïcisme. Branchez-vous, stoïcisme. C'est bateau. Ça existe. Enfin, je peux pas être le premier à le sortir, mais... Oui, mais c'est pas le but. Stoïcisme, c'est une philosophie, vraiment, c'est des phrases, vraiment des phrases qui peuvent faire réfléchir pendant 2 heures. Et remettre beaucoup de choses en question. Et aborder la vie différemment. Tu vois. Te dire que, il y a des choses que tu peux pas changer. Il y a des choses qui sont telles qu'elles sont. Mais pas d'énergie là-dedans. Mets d'énergie dans les choses que tu peux changer. Il y a une phrase, il faudrait que je la retrouve, elle est super bien, qui dit que Dieu me donne la force d'ignorer les choses que je ne peux pas changer, me donner la force, le courage sur les choses que je peux changer et la sagesse de différencier les deux. C'est la Serenity Prayer, la prière de sérénité. Ouais. Elle est très bien. Et ça, c'est assez
Quand j'ai lu cette phrase, franchement, pendant 2 jours, j'ai pensé à ça. Et ça guide un peu. C'est comme ça, bon, bah, c'est comme ça. Je peux rien y faire. Exactement. Avance, continue, essaie de changer les choses que tu peux changer, les relations que tu peux avoir, les contacts avec les gens, les décisions que tu peux prendre. Là, je peux prendre 2 décisions. Bon, bah, je prends celle-là, bon, bah, j'assume les conséquences. Je dirais stoïcisme, ouais, c'est une philosophie qui me parle bien. Ok, donc allez lire du stoïcisme. Ouais. Est-ce que tu as des auteurs? Je sais qu'il y a Marc Aurèle, on en Marc parlait la dernière Aurèle. fois. Et ensuite, je dois avouer que je suis pas Marc assez Aurèle, érudit. il y en a d'autres. Non, mais pareil, je suis comme toi. Je retiens pas, j'ai une mémoire Ouais. là-dessus. Ok, allez chercher stoïcisme. Voilà. C'est très bien. Branchez-vous, stoïcisme. Et dernièrement, qu'est-ce que tu aimerais que les auditeurs retiennent de notre échange? Qu'est-ce que c'est le message que tu aimerais faire passer? Et ben, le message, c'est vivez votre vie. N'ayez pas de regrets. Si vous vous posez des questions, c'est qu'il y a une bonne raison. Si vous posez des questions, c'est qu'il y a une bonne raison. Pourquoi vous posez des questions? Qu'est-ce qui vous a amené à vous poser des questions? Sur la vie surtout, hein, des relations, des choix, des décisions. Travail. Travail. C'est quand on dit s'il y a une question, c'est qu'il y a plus de... Non, s'il y a une... C'est comment la phrase? S'il y a une... Réponse? S'il y a un doute, il n'y a plus de doute. Un truc comme ça. Je crois que ce qu'on dit souvent dans la relation amoureuse, c'est un peu truc bateau, un peu truc... Ok, mais moi, je dirais que ouais, s'il y a des questions... Si vous posez des questions, c'est qu'il y a une bonne raison. c'est bien ça. C'est Des très questions, bien, ça. est-ce que je suis à ma place? Et c'est vrai que quand ça glisse, ça déroule tout seul, on se dit, bon, bah... On se pose pas forcément de questions. On fait pas un pas de retrait, un pas de recul, et Ouais. on regarde pas la... Et le fameux pas de recul, très important aussi. Prendre de la hauteur, regarder un peu les gens qui nous entourent, regarder un petit peu ce qu'on a fait, ce qu'on aurait dû faire, ce qu'on n'aurait pas dû faire. Prendre un peu de recul sur sa vie, quoi. Très Je bien. dirais que c'est un peu ce que j'essaie de faire de temps en temps. Très bien. Merci beaucoup Thibaut. Ce fut un plaisir. Merci encore. Alors, c'était l'épisode de la semaine de The Sculptor's Chair. Merci beaucoup et à bientôt.